Salut mon petit loup, j'espère que tu vas bien. Moi ça va super. On se rapproche petit à petit de la sortie du chapitre 9. Alors on a eu presque tous les reprints, il en manque vraiment quelques-uns, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Globalement toutes les enchantées sont magnifiques et j'ai un gros coup de cœur pour Dumbo et Hades, mais franchement il y en a plein qui sont très très belles. On aura peut-être l'occasion d'en parler dans une vidéo. Mais ici, du coup, on va s'attaquer aux légendaires. Non, non pas toutes les légendaires du chapitre 9, mais plutôt les légendaires qui ont été ajoutés parmi les 33 nouvelles cartes. Alors, on en a 6, donc il y en a une par encre. On va un petit peu se les analyser sur deux trois axes différents. Donc, d'abord, je parlerai de l'artwork, parce que franchement, il y a du taf de dingue, faut avouer ce qui est. Puis je parlerai de la carte en tant que telle et de sa puissance brute, vraiment en tant que telle. Et puis sa jouabilité dans ce que j'anticipe, bien entendu, être le futur jeu construit de l'Orcana. Alors attention, ce n'est que mon avis. Bien entendu, on n'est pas obligé d'avoir le même. Tu peux bien sûr le dire en commentaire, on peut en débattre sans problème, mais toujours dans la bienveillance. J'insiste. On va lancer le générique, on va lancer le spot publicitaire et on va s'attaquer à ça tout de suite. C'est parti. J'aimerais te parler de cette petite collaboration que j'ai réalisée avec Carte Custom Art, alors qui m'a du coup réalisé ces deux magnifiques enchantés, donc Stygian Opener de display chanceux et Stygian, donc qui évoque Hades. Alors, ces cartes sont d'une qualité franchement incroyable. Alors, comment on commande? Du coup, donc vous allez sur le site qui est dans la description. Alors, vous voyez, il y a plusieurs licences qui sont traitées par Carte Custom Art. Donc, nous, on va cliquer sur l'Orcana parce que c'est ce qui nous intéresse. Alors, vous avez plusieurs options. Vous avez carte foil brillante, carte non foil non brillante. Alors, carte seule, carte dans un boîtier avec gradation, avec étiquette personnalisée, incluse dans un booster de 5 cartes vraies Lorcana, incluse dans un booster avec 10 autres vraies cartes Lorcana communes plus communes rares, carte géante avec les dimensions, carte géante avec l'autre dimension ou en porte-clés. L'étape 1, donc du coup, on ajoute au panier. Donc nous, on va choisir une carte seule, carte foil brillante, on l'ajoute au panier. Le code promo, donc qui s'affiche à l'écran. Donc vous l'encodez ici. Vous cliquez sur valider. Une fois que votre commande est payée, vous recevez par mail du coup toute la marche à suivre pour pouvoir vous connecter. Vous accédez à la page de personnalisation. En fonction de ce que vous avez choisi, ben, moi ici j'ai choisi l'Orcana. Donc on va aller sur le Google Forms de l'Orcana. Ensuite, vous rentrez dans la partie du coup personnalisation qui est vraiment intéressante. Donc, vous choisissez le type de carte souhaitée. Donc, moi, je vais choisir. J'hésite avec, allez, améthyste. Alors, on veut une. Vous voyez vraiment, vous avez tout ce qui est possible. Donc, une iconique. Alors, design de la carte. Donc là, vous pouvez vraiment choisir le design de la carte. Alors, moi, je vais choisir iconique du chapitre 8. Alors, numéro de la carte, voilà, vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez comme numéro de carte. Vous pouvez choisir le booster. Vous avez la carte ancrable ou non. Moi, je vais choisir une carte ancrable. Le coût de la carte, on va choisir 4. Vous pouvez mettre le nom de la carte plus la ligne inférieure. Enfin, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Classification de la carte. Enfin bref, la personnalisation, elle est vraiment, vraiment complète. N'oubliez pas le code promo qui s'affiche, STY 8, 8% de réduction sur toutes vos commandes. Bisous mon petit loup, merci pour ta ou tes futures commandes. Mouah. Alors on attaque avec la première légendaire qui s'affiche à l'écran, c'est Mickey Mouse Brave Petit Prince qui est un petit peu le retail de Mickey Brave Petit Tailleur. C'est un peu vraiment la même idée qui se cache derrière la carte. Alors, qu'est-ce qu'elle a en termes de artwork? Alors déjà, elle est magnifique. Je la trouve très colorée, je la trouve très très belle. On retrouve bien l'esprit rubis, donc vraiment avec le rouge dans le fond, le ton de rouge, etc. Qui est coupé quand même avec des petites couleurs un petit peu plus sobres, comme par exemple ici, il y a du beige, il y a du bleu un petit peu plus foncé, le ciel, enfin ce qui semble être le ciel est quand même dans les tons de bleu, etc. Mais la carte est vraiment très très jolie. Je trouve que le rouge n'est pas non plus hyper méga dominant et l'association de couleurs avec le rouge, le doré, le bleu ici avec deux types de bleus différents, ça va très très bien à Mickey, l'air de rien avec la couronne de presse et la petite plume
rouge pour vraiment marquer le côté rubis. Alors, il y a des montgolfières dans le ciel qui sont vraiment de couleurs différentes. Il y en a deux, donc une verte et une jaune. Je trouve que ça donne vraiment très bien. La carte me fait penser à quand on va à Disneyland Paris, quand Mickey se met au-dessus de la gare de Main Street avec le train qui passe pour faire le tour du parc et qui commence à faire coucou euh, aux, aux personnes qui sont là dans le parc. Je trouve que, enfin, je sais pas, cette carte-là me fait vraiment penser à ça. On retrouve ici le côté vraiment, je m'expose un peu au public, etc. Donc on pourrait sous-entendre qu'en fait ici Mickey est en train de faire effectivement prendre un bain de foule. On peut imaginer les gens qui sont vraiment ici de ce côté-ci en train vraiment d'acclamer Mickey parce que il est devenu prince quoi. Il est passé de brave petit tailleur à brave petit prince. Et on retrouvera aussi ça les effets de la carte, mais on va y venir après. On retrouve aussi le côté tenue princière qui me fait penser à l'hôtel Disney. Donc c'est vraiment très très chouette. La carte est très très belle. Donc Christian Romero a fait un travail de fou furieux sur la carte. Elle est splendide, elle existe en version iconique. Je vous laisse aller voir sur les réseaux sociaux, etc. Elle est vraiment vraiment belle aussi en version iconique, mais il faut avouer quand même que la carte légendaire, elle est mignonne. Vraiment, elle est. Franchement, c'est un bon 8 sur 10, vraiment, au niveau couleur, au niveau ambiance, au niveau ce que ça représente, au niveau ce que moi ça me fait penser. Elle est très 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 jolie. Et puis Mickey, ben voilà, le voir sourire comme ça, j'ai envie de dire à pleines dents, mais il a pas de dents, mais enfin on se comprend, le voir sourire comme ça, c'est vraiment très très. C'est une très belle carte. Alors, maintenant au niveau de la carte en elle-même, alors c'est une 3 ancrable, c'est déjà un bon signe, ça veut dire qu'on peut en jouer à 4 exemplaires sans prendre le risque de s'encombrer de non ancrable. C'est une 2-2, donc on va dire que pour 3, ces stats sont un peu faiblardes. Souvent, c'est compensé par un bon effet, donc on va s'attaquer à l'effet tout de suite. C'est un Floodborn Aeroprince, donc il y a quand même des cartes qui ont une mécanique avec les héros et peut-être à garder ça en esprit. Alors, c'est un Shift 5. C'est la toute première fois dans l'Orcana qu'on a un Shift, je pense, qui est plus cher que le coût de la carte. C'est-à-dire que d'habitude, les shifts, ils coûtent 5, 6, et en fait, ça se shift 3, 4, ou en tout cas moins, ou jamais plus. Ça n'est jamais arrivé. Et ici, par contre, on a l'inverse. On a une carte qui coûte 3, donc on pourrait jouer pour 3, sans se prendre la tête. Mais pour la shift, on doit payer 5. Donc le coût en shift est plus élevé que le coût de la carte, et ça, c'est une première dans l'Orcana. À voir un petit peu comment ça va évoluer, mais c'est jamais forcément bon signe. Maintenant, ça dépend vraiment de l'effet et on avance de l'effet. Alors, évasive, donc c'est une insaisissable. J'ai envie de dire, on sait qu'elle pourra rester sur le board et qu'on pourra quest avec. Au pire, elle se fera pas trade tout de suite. Enfin, il y a des insaisissables dans la méta, hein, c'est pas ça, mais elle a moins de chances de se faire trade par quelque chose qui n'est pas insaisissable, parce que quand on n'est pas insaisissable, on ne peut pas aller dans le personnage, on ne peut pas défier le personnage. Donc, c'est ça qui est cool. Alors, l'effet qui est intéressant ici, c'est que, bon, déjà, elle lourd pour 1, donc c'est un peu bof, mais ce qui est intéressant ici, c'est son effet. Quand ce personnage-là a un personnage en dessous, ça veut dire qu'en gros, quand on l'a altéré sur un autre Mickey, en ayant payé 5, ce personnage-là, donc le Mickey qui est devenu du coup l'alter, gagne 3 d'attaque, 3 de défense, donc ça devient une 5-5, et 3 de l'or. Donc ça devient une 5-5 qui lourd pour 4 et qui est insaisissable. Qui est dans les mêmes stats en fait que Mickey Brave Petit Tailleur. Donc il garde cet esprit-là, l'esprit de 5-5 évasive, lourd pour 4, mais qui coûtait 8 à l'époque, donc qui était très très cher à jouer. Et ici on a vraiment une version un petit peu retail, un petit peu modifiée, un petit peu plus facile à jouer, parce que vous pouvez très bien jouer à Mickey pour 3 ou un autre Mickey, un autre support alter Mickey, il y en a plein de Mickey dans le jeu. Ensuite pour 5, vous shiftez votre Mickey avec ce Mickey-ci, et celui-là va gagner donc 3 d'attaque, 3 de défense, 3 de l'or. Donc ça devient une 5-5 insaisissable qui l'or pour 4, et du coup vous pouvez l'orer le tour où vous avez shifté avec. Donc elle n'est pas obligée de rester pour sécher, et c'est ça qui est fort du coup. Maintenant, là où c'est un petit peu plus embêtant, c'est que pour profiter de cet effet-là, il faut l'altérer. Maintenant, vu que le power level du jeu descend,
Je trouve que c'est une carte qui pourrait trouver sa place dans un certain type de deck outre mesure. Maintenant, il y a moins de cartes de gestion, certes, mais il y en a quand même toujours. À faire attention. Mais en tant que force brute de carte, je trouve que la carte a du potentiel quand même assez élevé. Et puis c'est une version améliorée de la légendaire du chapitre 1. Donc au final, étant donné que la version est améliorée, ben, elle est forcément plus forte que cette version-là. Donc en tant que force brute de carte, vraiment ça peut être sympa. Le seul problème qu'il y a, c'est que en tant que force brute, donc juste comme ça, si elle n'est pas shiftée sur un autre Mickey, elle est nulle la carte. Elle est vraiment pas forte. Elle va vous servir d'encre. Au niveau de la jouabilité, donc comme je l'ai dit il y a quelques instants, le power level du jeu va descendre parce qu'il y a des grosses cartes dans les decks qui vont disparaître, la pioche va diminuer dans certains decks, la gestion à distance aussi va diminuer dans certains decks, Gris sera potentiellement peut-être un petit peu moins présent, maintenant il meurt quand même avec Allumer les Mèches qui a été reprint, mais étant donné qu'il y aura moins de cartes de gestion dans toutes les couleurs de manière générale, il y a possibilité d'éventuellement le garder et de shifter enfin, de garder votre support alter et de shifter ce Mickey là par-dessus. Je pense que c'est possible de faire. Maintenant, ça va être compliqué parce que la mécanique de shift a toujours été un petit peu tricky. C'est une mécanique qui est très forte. Les cartes shiftées sont très fortes la plupart du temps. Mais il y a une grosse contrainte, c'est d'avoir un support alter. Mais, comme je le dis, le power level du jeu va descendre. Il y a moins de cartes de gestion, donc il y a peut-être plus de possibilités de garder ses supports alter. Je pense au Mickey du chapitre A qui a résistance, donc la A2 résistance plus 1, qui a été annoncé en reprint, donc qui pourrait potentiellement rester sur le board le temps d'arriver à 5 d'encre pour pouvoir shifter votre gros Mickey dessus. Et puis une 5-5 évasive qui l'or pour 4, c'est clairement pas déconnant du tout. Alors, on va passer à la légendaire suivante. Alors, Scar. Pourquoi est-ce que j'ai pris l'enchanté? Parce qu'en fait, la version légendaire que j'ai trouvée sur internet, c'était la version asiatique. Et du coup, je ne sais pas lire ces langues-là. Donc, du coup, j'ai pris la version enchantée qui était déjà traduite en anglais. Alors, Scar. Déjà, on va parler de l'artwork de la version légendaire. Donc, je vais vous le montrer. On verra l'effet après. Donc, Scar a, contrairement à Mickey, parce que j'ai parlé que de Mickey jusque maintenant, mais je veux dire Scar n'a pas énormément de détails dans le fond, il n'a pas énormément de couleurs, il n'a pas énormément de mise en scène, etc. C'est vraiment une carte avec Scar qui est devant, vraiment en premier plan. Il dépose son coude sur le bord de la carte, vraiment en mode je suis là, c'est moi qui décide. Il a son regard menaçant, il a le crâne dans lequel il regarde qui fait vraiment peur, il a ses griffes vraiment acérées, il est très sobre, il est très terne, il est très sombre, mais en même temps ça colle dans le personnage. Alors, moi quand je pense à Scar, je pense aux flammes vertes, je pense aux couleurs rouges, etc. Maintenant, ça ne lui va pas mal non plus d'être acier, parce que je trouve que l'air de rien, ça lui va bien, ce côté un peu sombre, ce côté un peu méchant, menaçant, le côté vraiment mis en premier plan qui ressort de la carte pour vraiment venir limite s'en prendre à vous, vous donner un coup de griffe, vous jetez le crâne de squelette. Il y a le décor derrière qui est très terne, qui est très sobre. C'est un autre style. C'est vraiment un autre style du tout. On s'éloigne vraiment du côté coloré de Mickey. Je ne suis pas fan, mais faut avouer quand même que le côté vraiment genre je pose mon coude, je suis là, vous êtes tous des idiots, je vous domine, j'ai mon regard méchant, j'ai mon rire un peu machiavélique. La carte parle. Quand on voit cette carte-là, on la voit parler. On la voit bouger, on la voit en relief, etc. Et en plus, je pense qu'avec le relief qu'il y a sur les légendaires, où justement le personnage ressort de la carte ici, ça va ressortir encore plus. Le crâne ressortira encore plus. Vraiment, la carte prend tous les contours et elle est vraiment très très menaçante. Donc faut avouer que sur ce côté-là, l'effet est très réussi, ça colle très bien au personnage. On a Mickey qui est un personnage joyeux, qui est très coloré, on a Scar qui est un personnage très sombre, très méchant, etc. qui est justement dans les couleurs qui vont très bien à ce personnage-là. Donc au niveau de l'artwork, je n'aime pas personnellement, mais il est très réussi et il colle très bien à l'identité du personnage. Donc on repasse du coup maintenant, c'est pas celui-là, c'est pour plus tard. On repasse sur
Très belle carte d'ailleurs, Dumbo enchanté, hein, soit dit en passant. On repasse du coup sur l'illustration enchantée qui est magnifique. Elle est vraiment vraiment belle. Et là je retrouve le côté que j'avais pas sur la version légendaire avec vraiment les petits jeux d'ombre. Vraiment ici, moi ça me fait penser aux flammes, le côté un peu verdâtre, le côté qui colle très bien aux méchants, etc. Qu'on retrouve d'ailleurs derrière dans le fond d'écran, dans l'arrière-plan de la carte. Vraiment avec le côté vert, jaune, la grande montagne, Scar qui a toujours le côté un petit peu, euh, un petit peu malsain, un petit peu. Mais celui-ci, par contre, il est moins méchant. Il est un petit peu plus coquin. En mode, je fais parler mon crâne et ça me fait rire. Je fais avec mes griffes des yeux. Parce qu'on dirait vraiment que le truc a des yeux, mais en fait, c'est ses griffes. Enfin voilà. J'ai parlé ici de l'artwork enchanté, j'aurais pas dû parce que j'avais dit qu'on parlait du légendaire. Mais ici, on l'a devant. Il faut quand même avouer que la carte, elle est splendide. Alors, la carte force brute en tant que telle, c'est une 5 pas ancrable. Donc, attention avec les pas ancrables, ça ne s'ancre pas du coup et ça peut faire des mains un petit peu bricky. C'est une 5-4, donc des stats clairement pas dégueu. Avec deux effets. Premier effet, vos personnages alliés ont plus 1 d'attaque. Donc, c'est une carte qui a comme condition d'être jouée avec des alliés pour être à son plein potentiel. Ça tombe bien, il y en a quelques-uns. C'est quand même assez sympa. C'est un storyborn méchant roi. Donc dommage qu'il ne soit pas allié lui-même, mais en même temps, Scar n'a pas l'étoffe d'un allié, ça a l'étoffe d'un chef, d'un leader, d'un roi, donc il n'y a pas besoin d'être un allié, c'est plutôt les autres qui vont être alliés avec lui. Il or pour deux, et alors restez avec moi, j'adore le stick with me, ça me fait penser au yen. À la fin de votre tour, si ce personnage-là est épuisé, donc Scar, vous pouvez piocher des cartes égales à l'attaque d'un autre personnage allié que vous contrôlez de votre choix. Et si vous le faites, donc vous choisissez et vous défaussez 2 cartes et ensuite vous bannissez le personnage que vous avez ciblé. Donc, imaginons on a Scar qui donne déjà plus 1 aux alliés et que vous avez un allié sur votre terrain qui a 3 d'attaque déjà de base, il passe à 4 grâce à l'effet de Scar. Vous partez à l'aventure avec Scar, vous gagnez 2. Il est épuisé, vous pouvez activer son effet en fin de tour. Vous choisissez votre allié qui a du coup 4 d'attaque, vous piochez 4 cartes. Vous en défaussez 2. Donc en gros, ça vous fait un moteur de pioche. C'est très très fort comme carte. C'est super sympa. Le seul problème qu'il y a, c'est que elle dépend d'autres cartes pour être forte. Donc en tant que carte force brute, c'est un peu comme le Mickey. Toute seule, son effet n'est pas réalisable. Donc Mickey, il faut l'altérer pour profiter de son effet. Scar, donc je répète, en tant que force brute de carte, donc juste en tant que telle, pour activer son effet, il faut qu'elle soit couchée et il faut que vous choisissiez un allié pour pouvoir profiter de son effet. Si vous n'avez pas d'allié sur le terrain et que vous n'avez que cette carte-là, ou que du coup la personne en face gère vos alliés et vous laisse Scar, vous ne pouvez pas profiter de son effet de pioche. C'est pas un effet qui s'active avec lui-même par exemple. S'il avait été allié lui-même, on aurait pu le choisir lui-même. Donc, on part à l'aventure avec, on le choisit lui-même, on pioche du coup 6 cartes parce que du coup il aurait été allié et il aurait profité de son propre effet. Et on défausse 2 cartes. Là, ça aurait été banger comme carte, juste en force brute, toute seule. Ici, elle dépend d'autres cartes pour pouvoir activer son effet. Maintenant, son effet, activé avec d'autres cartes, est très très fort. Je ne dis pas. Mais il y a une autre condition aussi pour que ce soit rentable. Il faut qu'on ait au moins, pour moi, pioché 3 cartes. Pour qu'on fasse une value de 1. Parce que si on n'a plus que 2 cartes en main, ou qu'on a 0 carte en main, et qu'on veut piocher 2 cartes, ben, on doit défausser 2 derrière. Donc au final, les cartes que vous piochez, vous les défaussez. Ça n'a aucun intérêt. C'est dommage d'ailleurs, parce que du coup, vous risquez de défausser des cartes dont vous auriez pu avoir besoin et qu'en fait, voilà, vous ne pouvez pas faire l'effet. Donc l'allié en question avec lequel vous devez faire l'effet doit avoir déjà de base 2 d'attaque pour passer à 3 via son effet. Et encore comme ça, je trouve que c'est pas super rentable. C'est vraiment rentable à partir de 4. Parce que là, vous piochez 4 cartes et vous défaussez 2. Mais l'effet de carte est cool, hein, je dis pas, mais en tant que force brute, on frôle le 0 parce que la carte toute seule ne peut pas activer son propre effet. Ces 2 effets dépendent d'autres cartes. Elle ne peut pas l'activer toute seule. Par contre, en tant que jouabilité, quand on la met dans un deck, que le deck est construit avec la mécanique alliée, qu'on a mis des alliés avec beaucoup de force, qui vont prendre l'effet en plus de Scar,
donc avec lesquels on va piocher 4, 5, 6 cartes et on va au défausser 2. Là, c'est méga fort parce que du coup, vous piochez 4 à 6 cartes. On va dire que ça va être la tape dans laquelle ça peut être super efficace. 4 à 6 cartes, plus bien entendu, c'est encore plus efficace, mais vraiment c'est une moyenne. Une fourchette basse et une fourchette haute. Vous défaussez 2 cartes. Donc dans le premier cas, vous piochez 4, vous défaussez 2, vous avez pioché 2 cartes. Vous piochez 5, vous défaussez 2, vous en avez pioché 3. Vous piochez 6, vous défaussez 2, vous en avez pioché 4. C'est méga fort, vraiment. Vous avancez dans votre deck, vous creusez votre deck, vous piochez, vous générez des ressources. Et l'Orcana, je le dirai jamais assez, c'est très important de gérer ses ressources. Il faut piocher dans un deck. Il faut avancer dans son deck pour générer ses combos. C'est obligatoire. Si vous ne faites pas ça, vous allez vous retrouver au top deck et vous allez à chaque fois piocher une carte par tour. C'est pas fort du tout de faire ça. Surtout quand on sait qu'il y a Mauve qui pioche beaucoup. Et il faut quand même rivaliser un petit peu avec Mauve. Et Gris, qui l'air de rien avec ce genre de carte là, vous mettez Scar, vous mettez des alliés, vous piochez. Vous avez Namari aussi qui vous permet de piocher, vous avez Bion qui vous permet de piocher, vous avez Plan Désespéré qui vous permet de piocher. Donc il y a de quoi faire aussi dans Gris, vraiment. Scar peut donner un gros coup de pouce. Seul problème, il n'est pas en crâne, donc attention à combien d'exemplaires de Scar vous mettez dans votre deck et comment vous tournez votre mécanique de deck. Mais en tant que jouabilité, elle est clairement forte, vraiment. Elle est vraiment, vraiment forte. Mais en tant que carte toute seule, elle n'est pas forte. Mais voilà. Parce que j'ai expliqué, elle dépend d'autres cartes pour activer ses effets. Un peu comme le Mickey. Alors, on va passer à la légendaire suivante, Cruella d'Enfer, icône de la mode. Alors, au niveau de l'artwork, très simple, très joli. Les feuilles qui volent autour comme ça, les croquis des robes, etc., qui volent un petit peu autour. Ça sous-entendrait limite qu'elle les aurait fait voler parce que ça ne lui plaît pas, ou qu'il n'y a pas de fourrure dalmatien et que du coup, pouf, on fait voler ça. Mais au final, je suis la plus belle, je suis la plus bonasse, je me regarde dans le miroir, je suis complètement narcissique. On a un petit peu le côté méchante reine qui se regarde souvent dans un miroir, qui est repris ici avec Cruella, qui est du coup, c'est vraiment très joli, c'est très simple, l'air de rien. On a Cruella qui prend 80% de la carte, alors que Mickey, par exemple, on avait beaucoup de décors qui prenaient de place. Scar qui prenait presque 100% de la carte, ici elle prend 80% de la carte. Il y a décor bleu, dans le côté bleu, elle a mis de la lumière bleue. Voilà, elle aurait pu s'éclairer avec de la lumière verte, mais non, c'est une carte bleue, donc elle s'éclaire avec de la lumière bleue, c'est logique. Mais ça n'empêche pas d'avoir les couleurs que Cruella arbore la plupart du temps avec la couleur de cheveux qui est noire et blanche. Son sac, sa grande fourrure qu'on voit de face et qu'on voit de dos. Donc, c'est une très très grosse fourrure bien étoffée à l'image de Cruella. Donc, artwork très réussi. Mention spéciale à l'enchantée qui est très très belle aussi, qui reprend cette idée-là mais qui la sublime encore plus. Donc, n'hésitez pas à aller voir la carte. Alors, au niveau de la carte en tant que puissance brute, c'est une 3 non ancrable. Attention non ancrable. 2-3, des stats classiques pour une 2-3. Alors, une fois durant votre tour, lorsqu'un personnage coûtant 2 ou moins est banni, placez la carte du dessus de votre pioche dans votre réserve d'encre face cachée épuisée. Alors, au tout début, quand j'ai vu la carte, je ne sais pas lire en fait, je ne l'avais pas bien lu. Je pensais que c'était nos personnages à nous qui devaient être bannis pour pouvoir activer l'effet. Sauf que c'est pas ça. Il est marqué qu'à chaque fois qu'un personnage qui coûte 2 ou moins est banni pendant votre tour, ça peut être des personnages adverses, placez la carte du dessus de votre pioche dans votre réserve d'encre face cachée épuisée. Donc, encore beau que c'est qu'une fois par tour. Mais en gros, si vous faites un trade, quand Cruella est là, et que vous bannissez un personnage qui coûte 1 ou qui coûte 2, vous prenez la carte du dessus de votre deck, vous l'ancrez, donc vous vous accélérez. Attention, l'effet est obligatoire. Vous ne pouvez pas ne pas ancrer. Il n'est pas marqué vous pouvez placer, il est marqué placer. La carte vous donne l'ordre de le faire, du coup c'est obligatoire. À prendre en compte si vous jouez des cartes qui recyclent votre deck. Par exemple, vous jouez Kida, vous choisissez la carte que vous laissez au-dessus que vous allez piocher. Si vous faites l'effet de Cruella d'Enfer qui s'active, vous devez prendre la carte que vous avez choisie et vous la mettez dans votre encre. Donc si c'était une carte dont vous aviez besoin, c'est un peu compliqué. Donc attention à prendre en compte aussi, si vous vous faites meuler et qu'il vous reste plus de cartes, donc il vous en reste 3 et que du coup, ou même 2 ou 1 et que vous êtes obligé d'ancrer, vous perdez parce que vous prenez la carte et vous pouvez plus piocher. Donc faites gaffe, vraiment faites attention.
C'est pour ça que j'aime pas ce genre d'effet-là. Durant votre tour, chaque personnage adverse coûtant 2 ou moins subit moins 1 d'attaque. Alors ça se combine très bien avec l'effet du dessus. Ça veut dire que ça vous pousse à trade et en plus de ça, les personnages que vous allez trade pour activer l'effet vont perdre 1 d'attaque. Donc il y a de fortes chances que vous ne preniez pas de dégâts. Par exemple, si vous tapez sur un personnage qui a A, ben en fait il a 0, donc vous prenez pas de dégâts. Si vous tapez sur un personnage qui a 2, vous prenez que A, donc vous prenez A dégâts en moins, c'est fort, l'air de rien. Ça vous permet d'être... pas de vous sauver, mais en tout cas de ne pas perdre vos personnages et de faire vraiment des value trades efficaces dans lesquels vous allez garder votre personnage et la personne en face ne va pas garder son personnage et en plus de ça vous allez en créer. Donc en tant que force brute, elle peut activer son effet toute seule. Si c'est elle qui trade, bah, il n'y a aucun problème, elle peut activer son effet toute seule. Et son effet, durant votre tour, chaque personnage adverse coûtant 2 ou moins subit moins 1 d'attaque, s'active tout seul aussi. Donc ces deux effets, contrairement à Scar et Mickey, s'activent tout seul. Donc elle peut, toute seule, profiter de ces effets. Et ça, du coup, ça la rend, en tant que carte force brute, forte, parce que du coup, elle peut activer ses effets. Alors, maintenant, là où c'est un petit peu plus compliqué, c'est au niveau de la jouabilité. J'ai un petit peu du mal, je pense que pour me faire un avis là-dessus, il faudrait que je la teste dans un deck. J'ai un petit peu du mal à ancrer les cartes sans savoir ce que j'ancre. C'est pour ça que je n'aime pas, je vole et je n'aime plus Donald depuis un petit temps, parce que j'aime bien savoir ce que j'ancre. J'aime bien avoir le contrôle sur mes décisions d'ancrage. Quand j'ancre quelque chose à l'aveugle, je ne sais pas clairement quelle carte je n'ai plus dans ma pioche. On va partir du principe que j'ai une carte en 2 ou 3 exemplaires. Si je sais que je l'ai ancrée une fois, on va dire que j'ai 3 exemplaires d'une carte, je l'ancre une fois, je sais que dans mon deck il m'en reste 2. Mais si j'ai ancré une, 2, 3 fois à l'aveugle avec Cruella, ça se trouve, j'ai ancré la carte, donc je dois partir du principe que je ne l'ai plus. Et du coup, elle ne rentre plus dans mes lignes de play. Et en fait, ça me fait paniquer et je n'aime pas. J'aime vraiment pas parce que je perds le contrôle de ce que je fais. Ou en tout cas de ce que je peux faire. Mais, encore une fois, c'est un avis personnel. Donc en tant que jouabilité, pour moi, je pense pas que je la jouerai dans mes decks parce que j'aime pas ancrer à l'aveugle. C'est tout. Voilà, c'est juste pour ça. Je ne dis pas qu'elle est nulle. Je ne dis pas qu'elle est pas jouable. Je dis juste que moi, au niveau de la jouabilité, je ne suis pas sûr que je la jouerai. Maintenant, elle reste jouable, puisque son effet s'active tout seul, et ces deux effets d'ailleurs s'activent tout seul. Il suffit de combiner avec un deck qui va taper, qui va aller chercher les petits personnages, et vous gagnez votre effet de rampe. Et si vous avez des gros tons en main, ça vous accède plutôt aux gros tons. Vraiment, il y a deux écoles. C'est ceux qui vont préférer ancrer à l'aveugle et ceux qui ne vont pas aimer. Mais voilà. Moi, perso, j'aime pas, mais la carte est jouable de toute façon. Peut-être pas en 4 exemplaires parce que c'est pas ancrable, donc attention avec les non ancrables. Mais ça reste correct. Alors, légendaire suivante. Dumbo. Dumbo, carte que j'aime beaucoup, pour laquelle j'ai déjà fait une vidéo qui est sortie il y a quelques jours. Alors, l'artwork est sublime. Vraiment, je pense que des 6, c'est mon artwork préféré. Je lui mets à 10 sur 10. Vraiment. Euh, Elle colle très bien au nom de la carte. Donc, 9e merveille de l'univers. La carte est super colorée. Elle est super belle. Elle a vraiment des couleurs qui font penser vraiment aux merveilles. Vraiment, genre, c'est lumineux. On a les petites étoiles ici. Il y a la petite plume de Dumbo qui fait qu'en fait, il peut voler. On a Timothée au-dessus. Donc, c'est très... je sais pas, cette carte-là, en fait, quand je la vois, elle me fait bêtement sourire. Rien que ses yeux bleus, etc., qui sont vraiment, qui ressortent, ses grandes oreilles roses, qui prennent quand même une bonne partie du plan, du premier plan de la carte. Il sort un petit peu de la carte, pareil, un peu comme Scar. On voit vraiment qu'il va s'envoler en dehors de la carte. On a ici derrière l'Illuminarium. Donc il sort de l'Illuminarium, il est très joli. L'Illuminarium, c'est déjà un monde étoilé, c'est un monde merveilleux. Je trouve que la carte colle très bien à l'esprit de Disney, l'esprit merveille, l'esprit rêve, l'esprit... on a vraiment la tête dans les étoiles. Enfin, la carte est vraiment vraiment belle. Et puis sa petite tunique rouge comme ça, vraiment bien flashy, qui de base n'irait pas en fait avec l'univers
euh, améthyste, mais qui ressort et qui donne vraiment un coup de couleur, un coup de boost, un coup de peps qui vraiment attire le regard avec la brodure dorée qui rend vraiment Dumbo. En fait, ça embellit Dumbo. Donc, du coup, il est vraiment, vraiment beau. On retrouve vraiment tout l'esprit de Dumbo. Euh, la carte est très, très, très belle. Vraiment, elle est très, très, très belle. Et en enchanté, je vous la remonte parce qu'on l'a vu tout à l'heure. Elle est. Bah, c'est tout ce que je viens de dire, mais encore plus beau. Voilà, elle est vraiment magnifique. Bref, c'est pas le sujet. Euh, alors, au niveau de la carte force brute, c'est une carte ancrable. C'est un très bon point. Ça veut dire qu'on peut la jouer 4 fois, elle est ancrée, il n'y a pas de problème. C'est une 3-3. Pour 4, c'est un peu faiblard. Maintenant, il y a beaucoup de cartes qui ont 3-3 et qui coûtent 4. Je pense à Kida par exemple. Et en fait, les stats sont comblés par l'effet. Donc, on va voir si l'effet vaut la chandelle. Elle est saisissable, ça démarre déjà très bien. Ça veut dire qu'on peut partir à l'aventure avec elle, soit qu'elle se fasse value ou trade derrière. L'air de rien, c'est pas déconnant du tout. En gros, Dumbo, pour activer du coup ce premier effet, il doit sécher. Alors, ça va être son point faible, c'est qu'on ne peut pas faire l'effet tout de suite, mais d'un autre côté, c'est pour ça qu'il est ancrable, sinon il aurait été non ancrable. Il faut quand même pas se voiler la face et faut être un petit peu cohérent. Du coup, premier défaut, il doit sécher. Deuxième défaut, il faut payer un d'encre. Voilà, ça c'est son deuxième défaut. L'encre, c'est ce qui vous permet de jouer vos cartes. Des fois, on ne pourra pas faire son effet parce qu'on va devoir jouer une carte. Mais, là où ça devient intéressant, c'est piocher une carte et gagner un de l'or. Donc, au final, vous payez A, vous payez une de vos ressources d'encre, vous piochez une carte, vous récupérez du coup une ressource, et en plus, vous gagnez un de l'or qui va vous rapprocher à chaque effet un petit peu plus de la victoire. Ça veut dire qu'en gros, Dumbo, si sur le tour, vous faites l'effet sur lui-même, vous gagnez déjà un de l'or, donc le lore qu'il avait, donc vous auriez pu partir à l'aventure avec. Et en plus de ça, vous gagnez une carte. Donc c'est vraiment donnant-donnant, c'est du win-win. Si vous le faites par exemple avec la Elsa 2-5 qui est saisissable, donc vous avez tapé, puis après le tour d'après, vous faites l'effet de Dumbo, bah pareil, vous gagnez le lore qu'elle avait si vous partiez à l'aventure avec. Et en plus de ça, vous piochez une carte et vous gagnez un de l'or. Donc c'est pas déconnant du tout. Ça veut dire que si vous avez Dumbo et Elsa sur le terrain, vous gagnez de l'or et vous piochez deux cartes. Je rappelle que mes amis de l'au-delà ne sera pas reprint. Je suis presque sûr que ce ne sera pas reprint. Je tourne la vidéo alors qu'il reste, je pense, un ou deux reveal move à faire. Si jamais la carte est reprint, bah, il y aura des petites modifications à apporter dans ce que j'ai dit dans la vidéo, mais globalement, ça reste quand même très fort. Si vous faites ça avec n'importe quel insaisissable qu'il aura A, bah, en fait, c'est du win-win parce que vous l'aurez avec l'insaisissable, mais en fait, vous ne l'aurez pas réellement avec. Vous la cleanez, vous gagnez le poids de l'or qu'il avait, vous piochez une carte et vous gagnez un de l'or. Donc au final, c'est quand même assez sympa. Là où c'est moins intéressant, c'est que par exemple le faire avec Génie, c'est dommage parce que Génie, on gagne de l'or. Donc est-ce que c'est plus avantageux de gagner de l'or ou est-ce que c'est plus avantageux de gagner un de l'or et piocher une carte? Ça va dépendre de la situation, de la game et de ce que vous devez faire. Si vous devez absolument piocher des cartes parce que vous cherchez une solution, ben vous sacrifiez les deux de l'or du génie, vous piochez A, vous gagnez un de l'or, donc c'est pas perdu, et vous piochez peut-être la solution qu'il vous faut pour renverser le cours de la partie. Donc, effet à faire avec parcimonie, c'est un peu tricky. Là, par contre, où ça devient très intéressant, c'est que les autres personnages avec insaisissable gagnent l'effet de Dumbo. Donc, gagnent incliné, payer A, piocher une carte, gagner un de l'or. Je viens de le dire en fait en expliquant les combos avec Génie, Elsa, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, son propre effet peut être fait par lui-même en tant que force brute. Donc il faut juste sécher et puis après il peut faire son propre effet. Et son effet marche aussi sur les autres insaisissables. Alors, j'avais dit avec Scar que c'était un peu désavantageux parce que pour profiter de l'effet de pioche, il fallait automatiquement avoir un allié qui dépasse un certain montant d'attaque pour que l'effet soit rentable parce qu'on a défaussé deux. Ici, la carte en tant que force brute, elle est pas moyenne, elle est moyenne forte, elle est moyenne haute parce que son effet peut être fait par lui-même. Alors, le désavantage qu'il y a, c'est qu'il doit sécher, mais puisqu'il y a moins de cartes de gestion, il y a peut-être potentiellement de choses qui sèchent, etc. En tout cas, plus qu'avant. Il est insaisissable, c'est-à-dire que si vous l'inclinez pour faire son effet, il n'y a qu'un insaisissable qui peut aller dedans, donc il est protégé quand même un petit peu beaucoup au final. Vous pouvez faire son effet avec lui-même, donc il vous fait piocher une carte et vous gagnez un de l'or. C'est pas gratuit, mais c'est sympa. Vos autres personnages vos autres personnages avec insaisissable gagnent cet effet-là. C'est là que ça devient un petit peu dommage. Ça veut dire que pour profiter à fond de son effet,
il faut des insaisissables. Maintenant, il ne faut pas que des insaisissables dans le deck. On pourrait, en fait, si, on pourrait dans un Vermouth n'avoir que des insaisissables et profiter de l'effet de Dumbo. Mais moi, c'est parce que je pense plus dans une mécanique de Blurple. Il n'y a pas besoin d'avoir que des insaisissables parce que Blurple est une couleur qui pioche parce qu'il y a du mauve et le bleu donne accès à de la pioche avec Voguer. Un petit peu, hein, bien entendu. Donc, au final, si vous ne faites ça qu'avec Dumbo ou un autre Dumbo ou Dumbo Elsa, c'est quand même des cartes que vous allez piocher en plus que votre adversaire, donc c'est sympa, et du lourd que vous gagnez en plus. Et le Blurple, étant donné qu'il perd Chèvre, et qu'il perd le manoir de Picsou, qui était deux gros trucs pour l'orée, ça vous fait gagner du lore passif. Et au final, cette carte-là remplace un petit peu Chèvre et remplace un petit peu Lapin, même si on ne jouait plus vraiment Lapin dans Blurple, mais vous comprenez l'idée, ça vous fait gagner du lore passivement, tout en étant quand même moins pété. Donc, je ne compare pas Chèvre et Dumbo, attention, je dis juste que le fait qu'on perde le lore passif de Chèvre avec le Blurple, on peut le récupérer ici avec Dumbo en générant du lore passif, mais en payant de l'encre. Donc, au final, dans Bleu Mauve, si vous avez beaucoup d'encre, c'est pas grave. Moi, ça m'arrive souvent de finir des tours en Blurple une fois que le midrange est passé avec un ou deux d'encre en plus que j'ai pas utilisé. Ben là, vous les utilisez pour faire l'effet de Dumbo et ça vous pose pas de problème et vous piochez, vous gagnez du lore. Du coup, carte force brute moyenne haute, parce qu'elle dépend quand même d'autres insaisissables pour vraiment profiter de son plein potentiel, mais elle peut le faire elle-même, contrairement à Scar qui ne peut pas le faire sur lui-même. Par contre, en tant que jouabilité, je pense que la carte, ça va être une dinguerie. Vraiment, je pense que c'est. Je pense qu'avec Scar, ça va être les deux cartes qui vont coûter le plus cher parce qu'ils génèrent des ressources. Je pense que c'est pour ça. N'hésitez pas à dire votre avis en commentaire, bien sûr. J'ai pas la science infuse. Alors, on avance. Il reste, je pense, deux légendaires. Alors, on a l'histoire de la vie. On s'arrête 2 secondes sur l'artwork qui est magnifique. Vraiment, la carte, elle est sublime. Elle est très jaune. Elle est très dans l'esprit Roi Lion. Elle est très dans l'esprit du dessin animé qui, la scène d'ouverture est colorée de la même manière. On voit les animaux ici en ombre nuageuse qui sont là, qui ont gardé du coup la colorimétrie, donc tout ici, la colorimétrie de l'ambre. Ils n'ont pas pris le choix artistiquement de mettre comme dans le dessin animé les couleurs des animaux. Je pense que ça aurait dénaturé l'esprit de la carte. En plus, ça forme presque un rond autour du soleil qui est flamboyant, mais qui ne prend pas trop de place dans l'artwork, qui est quand même, qui reste un petit peu caché par le dessus de la montagne et justement les ombres un petit peu nuageuses, donc on les voit, ça ne cache pas, le soleil ne prend pas trop de place dans l'artwork de la carte. Alors, on a Rafiki qui représente la scène iconique avec Simba. On a les parents de Simba ici. On a Zazu qui vient vraiment prendre part à la scène et qui est quand même en extérieur en premier plan. On pourrait croire qu'il veut voler la vedette, mais pas du tout. Contrairement aux autres cartes en premier plan qui ressortent, lui c'est un premier plan rentrant. Ça veut dire qu'en fait il vole vers la carte. Quand on regarde par exemple Scar, il veut sortir. Quand on regarde Dumbo, il vole vers l'extérieur de la carte. Ici, Zazu vole vers l'intérieur de la carte et c'est ça qui est super beau. Vraiment, c'est très très joli. Et ça donne la touche de couleur qu'il n'y a pas ici, dans le fond. Et cette carte-là, contrairement aux autres, ce qui est important, c'est de regarder justement le fond. Le fond, c'est les animaux, les nuages, la symbolique de la scène, le soleil. Au final, Rafiki, Simba et les parents sont très petits. On les voit de loin. Quand on regarde la carte, en fait, on est Zazu quand on regarde la carte. On rentre dans la carte. C'est une carte qu'on a envie d'observer vers l'intérieur. Dumbo prend beaucoup de place. On l'observe de l'extérieur. Mickey, il prend de la place, mais il y a quand même le fond qui est quand même important, mais c'est quand même lui qui est central. Scar, il est central à fond. On regarde pas le fond extérieur. Et justement, quand on regarde Scar, le fond est très noir, très sombre. Le cercle de la vie, très coloré. C'est vraiment l'opposé, complètement l'opposé. Scar est tout seul avec un crâne de squelette, il représente la mort. Et Rafiki représente la vie, justement, apporter Simba. Et vraiment le côté, l'histoire de la vie, en fait. Et c'est pas pour rien qu'en anglais c'est Circle of Life. Ça aurait dû être traduit en, en vraiment cycle de vie, plutôt le côté justement circulaire qu'on retrouve ici, qui tourne
voilà, c'est vraiment la vie, la mort. Ben, on a le début, la vie, la fin, il représente la mort. Moi, c'est comme ça que je vois la symbolique de la carte. Alors, en tant que force brute, chanson 8 en crabe, c'est une carte qui coûte très cher, mais c'est une action chanson. Et en plus de ça, c'est une Sing Together 8, ça veut dire que c'est une chanson à l'unisson. Donc, il faut un maximum, enfin un minimum plutôt, de 8 en combinant vos personnages, le coût des personnages, pour chanter la chanson gratuitement. L'effet, jouer un personnage de votre défaut gratuitement. Alors, en tant que force brute, le gros problème qu'il y a, c'est que si on n'a pas les chanteurs pour la chanter, elle est nulle. Parce que du coup, on doit payer 8. Après, on paye 8 pour jouer un personnage de sa défausse gratuitement. Si le personnage est un gros personnage, c'est rentable. Si c'est un petit personnage, c'est moins rentable. Là où c'est très fort, c'est dans la jouabilité. Alors, Ursula Meloman 4 a été reprint. Troubadour Meloman 4 a été une carte du chapitre 6 ou 7, je crois. Donc, elle est toujours là. Il y a des mélomanes qui coûtent, enfin des mélomanes 6 et 7. Donc du coup, ça se rapproche beaucoup de la facilité de chanter la chanson. Là où ça va devenir très fort, c'est quand vous allez avoir dans votre défausse des gros personnages et vous pouvez jouer des cartes comme par exemple la Mulan qui vous fait piocher A et qui vous fait défausser A. Vous pouvez défausser un gros personnage et avec ça, vous le chantez 2-3 tours après ou 1 ou 2 tours après et vous faites ressortir votre gros personnage. Par exemple, le gros Mickey, rempart 10-10, killer pour 5, ou même Stitch Surfer, ou je sais pas moi, n'importe quel gros personnage en fait au final qui coûterait plus que 5 ou 6, qui arriverait quand même assez tôt dans la partie. Mais l'avantage ce serait de jouer vraiment un gros ton. Et on va revenir sur l'artwork parce que je viens de voir qu'en fait il y avait des animaux ici. Donc il y a vraiment le côté très circulaire du truc. Vraiment c'est très joli. J'avais pas vu. S'il y a des détails sur les autres. Oui, il y a un petit peu des détails, mais ça m'avait pas marqué. Sur Numbo, ça m'avait pas marqué non plus. Bon, sur Mickey, c'est pas ouf. Mais ici, c'est vraiment. C'est très joli. Du coup, la carte est très forte et je pense qu'elle sera jouable et jouée. Surtout dans un deck avec Powerline, surtout dans un deck jaune-gris qui chantera l'histoire de la vie avec. Du coup avoir mis dans la défausse un gros Mickey ou un gros Thon ou même un Stitch Surfer et qui reviendra et qui vous fera piocher deux parce que vous aurez des personnages sur le board. Voilà, là c'est pour le coup c'est vraiment gratuit. Surtout qu'il y a possibilité de jeter le Stitch de le défausser de votre main, donc ça c'est super cool. Alors il y en arrive sur la dernière légendaire. Nous avons Max. Alors Max, artwork très beau, très coloré, très dans l'esprit justement de Daigo et Max. Très dans l'esprit chanteur, dans l'esprit. Ouais, je vois bien Max vraiment faire ça. Je trouve le côté. La carte est un petit peu psychédélique avec les couleurs, le mélange des couleurs, vraiment les notes de musique, pas les notes de musique, les rayons lumineux qui partent vraiment vers Max, vers l'intérieur de la carte, donc qui vont revenir vers nous. Max qui est en relief, qui prend vraiment place au premier rang en mode c'est la star qui croit être, c'est la star qu'il a toujours rêvé d'être et c'est la star qu'il croit être de toute façon. Voilà le côté lumineux, le côté coloré, j'aime bien le côté un peu rosé avec le mélange de vert un petit peu bleu turquoise, le vert est sur sa tenue, sa casquette, j'aime bien, franchement j'aime beaucoup, je préfère la version légendaire que la version enchantée par exemple, je vous laisse aller faire votre avis. Alors du coup, très bel artwork. En termes de force brute, 6 ancrable, c'est très bien. 4-5, l'or pour 2, c'est nickel. Par contre, shift 4. Alors, je redis ce que j'ai dit avec les shifts. Le gros défaut des shifts, c'est qu'ils doivent avoir des supports à shift qui survivent pour pouvoir être joués, pour profiter de leurs effets, et des effets qui sont très souvent pétés, et c'est le cas ici. À chaque fois que ce personnage-là part à l'aventure, vous pouvez jouer une chanson gratuite de votre défaut, ce qui coûte 4 ou moins, et puis après la remettre au fond de votre deck à la place de la remettre dans votre discard. Alors, il faut savoir que du coup, ça vous permettrait de chanter un roi incontesté, ça vous permettrait de rechanter un pour les hommes, ça vous permettrait de rechanter un N'écoute que moi, ça vous permettrait de rechanter n'importe quelle chanson qui coûte 4 ou moins au final. Je les ai pas toutes en tête, mais encore une fois, en tant que carte force brute, juste à elle toute seule, si on ne sait pas la shifter, qu'on doit la mettre pour 6, il faut attendre qu'elle résiste.
À ce moment-là, on arrive quand même au gros tour des Basile qui bounce, le Basile 7 qui bounce, Hades qui envoie en encre. Elle peut être inclinée et on peut aller trade dedans. On peut faire n'écoute que moi, on peut faire pour les hommes. Donc ça arrive à ces tours-là, les tours un petit peu critiques. Donc il faudrait qu'elle attende un tour pour pouvoir faire son effet. Et ça nécessite d'avoir une chanson dans la défausse pour pouvoir le faire. Mais du coup, ça la rend un petit peu bof-bof en tant que force brute toute seule. Vraiment en tant que carte toute seule. Je précise. Après, si on a l'occasion de la shifter, de partir à l'aventure tout de suite avec, donc on gagne 2 de l'or. 2 de l'or, c'est 10% de la game. Et qu'en plus, on a une chanson dans sa défausse qu'on peut rejouer gratuitement. Un roi contesté qui fait bannir un personnage en face. Pour les hommes qui vous fait euh, remettre dans le deck et l'adversaire pioche 2 cartes. N'écoute que moi qui bounce. Donc déjà rien que ces 3 cartes-là, elles sont rentables à chanter avec l'air de rien. Et c'est assez sympa. Et c'est des cartes qui vous donnent un avantage sur le board. Là, ça devient rentable et ça devient correct de le faire. Ça devient même très fort. Donc niveau jouabilité, dans un vert avec des chansons, pourquoi pas vert rouge ou un vert plus une autre couleur, ça peut être très sympa. Sachant que Max a un support alter très sympa qui coûte 3, qui est juste avant cette curve-ci, et qui en plus, quand on le joue, permet d'aller rechercher une chanson de la défausse qui coûte 3 au moins en payant 1 d'encre. Donc c'est par exemple un écoute que moi que vous pouvez déjà rechanter. Et puis le tour d'après, vous faites votre alter max, vous questez avec, vous récupérez votre n'écoute que moi et vous pouvez le rejouer. Donc au final, ça peut être très game breaker, l'air de rien, sur la prise de contrôle de board et vous pouvez ralentir votre adversaire. Et puis vous gagnez une 4-5 qui lourd pour 2. Et si l'adversaire doit aller taper dedans, ben, elle va envoyer un ou deux personnages, ou en tout cas un, c'est presque sûr qui va souffrir. Ou alors une carte de gestion, l'air de rien, qui vont devenir très très rares et qui vont devoir être utilisées vraiment par parcimonie. Je pense par exemple au Blurple n'aura plus la possibilité de bounce Hades, donc les Hades vont devoir être utilisés vraiment au moment clé sur les bonnes cartes. Et s'il y a plusieurs cibles à choisir dans un deck et que Max est vraiment la moins violente de toutes, ben Max aura peut-être l'opportunité d'utiliser une deuxième fois son effet le tour d'après s'il n'est pas trade, et du coup il va devenir dangereux. Donc c'est ça qui est sympa. Alors du coup, la vidéo est un petit peu plus longue que d'habitude, j'espère que vous êtes restés jusqu'au bout. Je vous ai vraiment donné mon analyse à chaud, avec ce que je pensais, avec ma manière de voir les choses, avec ma manière de voir le jeu, etc. Je peux m'être trompé, je serai le premier de toute façon à dire ok je me suis trompé, en fait la carte elle est nulle ou la carte elle est forte. Globalement je trouve que les 6 légendaires qui sont sortis ont toutes du potentiel. On a l'habitude d'avoir des légendaires un petit peu bof tier, un petit peu nuls carrément, qu'on sait qu'elles vont être injouables quand elles vont sortir. Ici, il y a vraiment question à se poser, il y a matière à réflexion et il y a matière à deck building pour voir un petit peu, pour tester les cartes. Je suis très content des 6 cartes légendaires, vraiment. Mon préféré c'est Dumbo. Ensuite j'aime bien Scar et le reste ben voilà, c'est un petit peu plus partagé. Voilà, celle que j'aime le moins par exemple c'est Cruella. Mais voilà, sinon j'aime beaucoup Dumbo. Mais voilà, ça reste vraiment un avis personnel. N'hésitez pas à dire en commentaire votre avis. On peut en débattre sans problème, hein. N'hésite pas à éventuellement booster la vidéo si tu n'as encore jamais boosté mes vidéos. C'est un service gratuit qui est mis en place par YouTube. Sur votre téléphone, vous avez l'espace commentaire, vous swipez à droite, vous avez boosté la vidéo. Ça m'aide énormément pour l'algorithme. J'ai vu vraiment une grosse différence. Mais ce qui marche le plus, c'est s'abonner si ce n'est pas déjà fait, liker la vidéo, ça m'aide de fou, et mettre un commentaire, c'est vraiment le must au niveau de l'algorithme. Donc n'hésite pas à lâcher ton meilleur commentaire, ça me ferait super plaisir. C'était Stygian, bisous mon petit loup, et dernière ligne droite pour le chapitre 9. Mouah.